Bonjour Jean-Paul. Vous avez continué les fouilles alors sur le site? Oui, donc là, on a continué le fouille jusqu'en 2024. Oui, oui. Voilà, et on a publié un article très connu, très fameux dans la revue Antiquity Ah, en, d'accord. en octobre 2024. Voilà. Et ça s'est Ah, bien passé avec les archéologues anglais alors. ouais, très très bien passé. On a fait de très belles découvertes. Donc on a continué pas mal de choses et on a daté. Et donc Oui, maintenant la découverte de ce village est une découverte majeure pour le Maroc et pour l'Afrique du Nord. oui, bien sûr, c'est clair, Voilà. et même pour la Méditerranée, etc. Et exactement pour la Méditerranée, c'est ça. Je ne manquerai pas. Voilà. Alors, je pense qu'il est 15 heures, donc je pense, voilà, on commence, hein. Donc, bonjour à Exactement. toutes et à tous. Alors, permettez-moi d'abord, au nom du comité d'organisation, de vous souhaiter la bienvenue, hein, à ce colloque international webinaire, hein, sur archéologie, patrimoine, identité et histoire, organisé par l'école doctorale interdisciplinaire de l'Université internationale d'Agadir. L'objectif de ce colloque international est d'interroger les liens existants entre euh, archéologie, mémoire, identité, patrimoine, histoire, territoire et enjeux géopolitiques. La thématique de ce colloque a été inspirée par des réflexions, hein, autour des enjeux des récentes découvertes archéologiques au Maroc. En fait, l'archéologie en tant que discipline, je dirais, scientifique, joue un rôle important dans la compréhension de l'histoire. Il participe d'ailleurs à la définition des, des identités culturelles et nationales et à la préservation du patrimoine. Les découvertes archéologiques ont un impact, je dirais, sur la perception de l'histoire. Et la réécriture de l'histoire par l'archéologie n'est pas toujours bien accueillie car elle remet en cause des idées, hein, établies et peut même aller jusqu'à bousculer des identités nationales ou des croyances culturelles. Toutefois, l'archéologie, hein, permet une approche, je dirais, plus objective du passé en s'appuyant sur des preuves concrètes. En tout cas, ce sont des questions qui seront au cœur de nos débats durant ces jours de travaux scientifiques. Je vais vous présenter rapidement comment cela va se passer. Le programme de ces journées a été organisé autour de trois tables rondes et trois sessions, trois ateliers autour des questions sur la thématique du colloque. Archéologie, patrimoine, enjeux géopolitiques, histoire. Et chacun de ces tables rondes et ateliers sera suivi d'un débat. Aussi, pour information, les textes retenus, hein, feront l'objet d'une publication dans un ouvrage collectif dans l'édition Springer. Encore une fois, je vous souhaite une bienvenue, hein, chaleureuse au nom de tous les membres du comité d'organisation et plein succès à nos travaux, dans nos travaux, hein. Alors, pour débuter ce webinaire, nous allons commencer par une table ronde, je dirais, d'actualité, hein, intitulée Archéologie, peut-on se passer du passé? Alors, c'est à moi, Hassan Fawzi, géographe, sociologue, qui revient l'honneur de modérer cette table ronde durant laquelle nos éminents intervenants apporteront leur témoignage et leur expérience pour répondre à plusieurs questions qui se posent. À quoi sert l'archéologie, par exemple, et pourquoi il dérange, et pourquoi il bouscule
les certitudes. Comment expliquer, et aussi une question qui se pose, comment expliquer cet éveil récent et je dirais cet intérêt accru pour l'archéologie. C'est de tout cela dont nous allons parler autour de cette table ronde. En tout cas, on va essayer de répondre à plusieurs questions liées à cette thématique. Alors, pour en parler, nous avons avec nous de grands chercheurs de renommée internationale qui sont effectivement le grand savant, le professeur Jean-Paul Demoule, archéologue, préhistorien et protohistorien. Jean-Paul Demoule est professeur émérite de protohistoire européenne à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Il a dirigé de nombreuses opérations de fouilles archéologiques en France et aussi en Europe. Et s'est particulièrement intéressé au problème de l'archéologie de sauvetage et a participé à l'élaboration de la loi française sur l'archéologie préventive et à la création de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, qu'il a présidé de 2001 à 2008. Et ses travaux portent sur la néolithisation de l'Europe ainsi que sur les sociétés de l'âge du fer et sur l'histoire de l'archéologie et son rôle social, encore sur ses constructions idéologiques et à ce titre sur le problème indo-européen. Professeur Demoule, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très, très heureux de vous avoir parmi nous. Nous avons aussi avec nous, ou plutôt le plaisir d'avoir parmi nous le professeur Yus Okot, archéologue et préhistorien, enseignant-chercheur à l'INSAP, Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine à Rabat, reconnu pour ses contributions remarquables dans les récentes découvertes archéologiques au Maroc et qui apportera un éclairage précieux, j'espère, à notre discussion et au débat. Professeur Bokbot, merci d'avoir accepté notre invitation et merci à vous tous de votre présence. Donc, avant de lancer le débat dans le cadre de cette table ronde, nous allons commencer avec le professeur Jean-Paul Demoule et lui demander de nous faire une introduction sur les enjeux et les apports de l'archéologie. En quoi une découverte archéologique peut-elle transformer notre compréhension de l'histoire? Pourquoi certaines, je dirais, découvertes sont-elles qualifiées de révolutionnaires? Une découverte archéologique peut-elle contredire les récits historiques établis? Comment interpréter une découverte sans source écrite? Une découverte archéologique peut-elle légitimer une identité nationale? Comment les découvertes sont-elles utilisées à des fins politiques, géopolitiques? Quels sont les dangers de l'appropriation idéologique de l'archéologie? Pourquoi faut-il protéger les sites archéologiques? Et peut-on parler de vérité historique en archéologie? À vous l'honneur, professeur Demoule. Écoutez, merci d'abord de votre invitation. J'étais plusieurs fois au Maroc et comme on le disait à l'instant, notamment sur la fouille du professeur Bolbock, sur la fouille néolithique tout à fait remarquable. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je participe à cette table ronde. Alors effectivement, l'archéologie n'a pas toujours existé en tant que telle, mais elle a toujours eu aussi un rôle politique. Un des textes les plus anciens qu'on connaisse, c'est le dernier roi de Babylone au 7e siècle avant notre ère, Nabonide, dans la ville de Larsa, dans la Syrie actuelle. Il tombe par hasard sur les restes d'un temple du roi Hammurabi, donc plus ancien de 1500 ans et dont on connaît bien les textes juridiques. Et donc il nous a laissé un récit gravé sur une brique en terre cuite, en disant toute l'émotion qu'il a, et en tant qu'archéologue,
c'est pas un métier qu'on peut faire indifféremment. Il y a toujours une forme de passion sur le terrain. Il donne aussi ses techniques, comment ils ont manié la pioche, la pelle, les couffins pour transporter la terre. Et il dit aussi, on voit très bien aussi que, en même temps, par ce geste archéologique, il se rend un peu à l'égal du très prestigieux roi Hammurabi de 1500 ans plus ancien. D'ailleurs, tout le monde connaît Hammurabi, mais peu de gens se souviennent encore de ce roi Nabonide. Mais on voit bien les trois fonctions de l'archéologie, la passion, les techniques nécessaires, mais aussi les possibilités de manipulation. Alors, plus généralement, effectivement, le sentiment national, c'est l'identité nationale, c'est dans l'histoire humaine, c'est quelque chose d'assez récent, hein, le sentiment de faire partie d'une communauté, de ce qu'on appelle une nation. Et l'archéologie, là, va jouer un rôle important, parce que même si l'archéologie, comme je disais, a existé déjà il y a plusieurs siècles, c'est seulement à partir de la Renaissance qu'on voit apparaître petit à petit l'archéologie au sens moderne. Et quand donc les sentiments nationaux se construisent dans les différentes nations du monde, hein, et on a répertorié actuellement à peu près 200 nations reconnues par l'ONU, eh bien, il va y avoir l'histoire, mais il va y avoir aussi l'archéologie, parce que l'archéologie, c'est matériel, c'est des objets, et ça va donner une matérialité très concrète. Ça veut dire que cette histoire-là, effectivement, a bien existé. Alors, ça peut être variable suivant les histoires nationales, les récits nationaux. Par exemple, l'Allemagne, son histoire officielle commence avec une victoire. Le Germain Arminius, qui va écraser les légions de l'empereur Auguste qui voulait conquérir son terrain. Et donc, il a gagné, c'est en l'an 9 de notre ère. Et dans les années 1870, on pense avoir retrouvé l'endroit de cette bataille dans la forêt de Teutoburg, et l'empereur Guillaume Ier va élever un grand monument avec une grande statue de Guillaume Ier élevé de Arminius, de ce héros germanique qui couronne et qui domine à 50 mètres au-dessus du sol. Et sur le socle, on va représenter un bas-relief en bronze de l'empereur Guillaume Ier, et qui va être fait sur le bronze pris au canon français lors de la victoire des Allemands en 1870 contre Napoléon III. Donc on voit bien que tout se mêle, et plus récemment, là, on a vraiment retrouvé le lieu de la bataille archéologiquement, et on a construit un musée qui a été inauguré par la chancelière Angela Merkel, qui a fait un discours, mais cette fois un discours non pas guerrier, mais un discours sur la paix entre les peuples. Donc ça, c'est les pays où l'archéologie va conforter une victoire. Mais la France, c'est un peu un contre-exemple, parce que l'histoire de la France, telle qu'on l'a dans les textes, c'est la bataille d'Alésia, la victoire des Romains contre Vercingétorix. Donc commencer une histoire par une défaite, c'est pas facile. Et donc pendant longtemps, la vraie archéologie pour les élites françaises, ça va être l'Orient, la Grèce et Rome. Dans tous les capitales du monde, il y a un grand musée national avec tout ce qu'on a trouvé, mais en France, ça s'appelle le Louvre, et il n'y a aucun objet qui vient du territoire national. Pour trouver le musée d'archéologie nationale, il faut aller à Saint-Germain-en-Laye, à une demi-heure de trajet. Ils ont très peu d'argent, très peu de public. Et la conséquence, ça va être qu'il n'y aura pas pendant longtemps l'archéologie sur le territoire national. Eh bien, ça va être uniquement des archéologues amateurs. Ça va être des notables locaux, des instituteurs, des prêtres, des médecins qui, sans moyens et sans formation universitaire, vont faire les fouilles. Donc, voilà, c'est les deux visages un peu de ce que peut être le rôle de l'archéologie dans la constitution du sentiment national.
le côté je suis construit sur une victoire ou au contraire je me construis sur une défaite et qui fait que pendant longtemps les Gaulois vaincus ne sont pas du tout revendiqués et c'est seulement avec justement la Troisième République qui naît de cette défaite en face de l'Allemagne et qu'on établit à ce moment-là l'école obligatoire, gratuite et obligatoire, qu'on va construire un récit national qui s'enracine sur les Gaulois, mais où on va dire que bien sûr on a été défait, mais finalement les Romains nous ont apporté la civilisation et ça tombe justement au moment où la Troisième République construit son empire colonial et on va expliquer exactement la même chose. Et bien de même que les Romains nous ont civilisés, nous, on apporte la civilisation au peuple colonisé. Donc vous voyez, les histoires peuvent être très très complexes. Alors juste pour arrêter là, vous parliez aussi des découvertes archéologiques qui peuvent tout changer. Ben, je pense par exemple quand on a découvert la première grotte peinte à Altamira dans le nord de l'Espagne, fait par un archéologue amateur, le marquis de Sotuala, vers 1875. Au début, beaucoup de savants ne voulaient pas y croire parce qu'ils se représentaient les hommes préhistoriques comme des sortes de singes, donc ils voyaient pas comment c'était possible qu'ils auraient pu faire des peintures, ils pensaient que c'était des faux. Et puis finalement, on a trouvé d'autres grottes de manière indiscutable et on a pu montrer que effectivement les Homo sapiens il y a 20 000 ans, 30 000 ans, eh bien c'était les mêmes que nous et ils étaient capables de faire ces peintures. Donc ça nous a amené à revoir complètement la préhistoire qui en même temps était en train de naître. Donc, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais c'était pour répondre à vos premières questions. Merci. Non, vous avez suffisamment de temps. Vous avez tout le temps, hein, Monsieur Doumoul. Hein. Vous avez 20 minutes, hein. Donc, vous avez tout le temps. Merci de cette petite intro. Sans trop tarder, je vais tout de suite donner la parole au professeur Youssouf Bokbot, que j'ai envie de questionner sur les récentes découvertes et comment ils ont bouleversé l'histoire de l'humanité et surtout l'histoire du Maroc.